Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de cette émission spéciale consacrée à l'imagerie médicale, l'imagerie au service de la thérapeutique. Voir à l'intérieur du corps humain, c'était le rêve d'Hippocrate, un rêve qui se concrétise chaque jour un peu plus depuis la découverte au 19e siècle d'un rayon alors inconnu, le rayon X. Aujourd'hui, entre scanner, radiologie, IRM ou échographie, les outils d'aide au diagnostic sont nombreux. La vidéo fait également partie des moyens d'investigation. Grâce à la miniaturisation des caméras, on repère les pathologies à l'intérieur même du corps humain. C'est d'ailleurs le cas avec la PillCam, technique d'endoscopie vidéo-capsulaire. Le patient ingère une capsule qui va filmer le tractus digestif dans l'intestin grêle. Les moyens d'investigation actuels ne permettent pas d'explorer l'ensemble du grêle. Donc ces patients qui ont toujours un problème de diarrhée, un problème de douleur, qui ont déjà été explorés, ils peuvent avoir une pathologie de l'intestin grêle qui n'a pas été identifiée. Et là, on couvre les maladies de Crohn non encore diagnostiquées, les maladies cœliaques, des tumeurs qui n'ont pas été repérées, et puis bien sûr tout le segment de l'anémie et du saignement obscur. L'enjeu de l'imagerie médicale est d'obtenir le document le plus fidèle à la réalité sans compromettre le pronostic vital du patient par une surexposition aux rayons ionisants. La radiologie pourrait ainsi bien vivre un véritable bouleversement avec l'arrivée d'EOS 3D, technique d'imagerie en 2 et 3 dimensions réalisée en position dynamique à l'échelle 1, mais surtout 1000 fois moins irradiante qu'un scanner classique. La première version permet la reconstruction du rachis. On va commencer tout début 2008, nous allons commercialiser une version qui va permettre la reconstitution du membre inférieur et là avec un très grand impact sur l'articulation de la hanche et du genou qui sont des articulations sur lesquelles beaucoup de prothèses sont posées. Et puis nous allons étendre ensuite ceci également avec des notions non seulement de caractérisation morphologique et morphométrique, mais également des notions de caractérisation de la qualité du tissu osseux, particulièrement avec l'adjonction de fonctions de densité de minéral osseuse qui vont permettre d'apprécier la qualité osseuse en même temps que l'architecture osseuse. Ces progrès techniques ont bien évidemment une influence directe sur la compréhension des pathologies et notamment concernant les neurodégénérescences, un domaine qui est encore loin d'avoir livré tous ses secrets. D'une part, le cerveau, c'était quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est un réseau de neurones qui s'entrecroisent, qui sont tous animés par de très nombreux neurotransmetteurs qui rendent ce réseau très difficile. Et d'autre part, c'est un réseau qui est difficile à étudier puisqu'il se situe dans la boîte crânienne. Et donc, à la différence de beaucoup d'organes, c'était quand même beaucoup plus difficilement accessible à de nombreuses techniques d'évaluation. C'est pour ça qu'on a probablement pris pas mal de retard par rapport à d'autres domaines thérapeutiques ou d'autres domaines diagnostiques en médecine. C'est plus difficile à étudier que le reste. Maintenant, avec toutes les nouvelles techniques d'imagerie, que ce soit l'IRM, que ce soit toutes les techniques de médecine nucléaire, la tomographie par émission monophotonique ou par émission de positons, permettent quand même d'accéder au cerveau. Ces techniques sont d'ailleurs utilisées au Neurospin, centre de recherche en imagerie du cerveau humain, installé au CEA d'Orsay. Neurospin est équipé d'IRM. Dans le champ magnétique. Alors le champ magnétique de l'IRM, c'est finalement ce qui permet de quantifier la puissance de l'imageur. Et bien dans le champ magnétique est sensiblement plus élevé que dans le contexte clinique. Dans le contexte clinique, les IRM ont des champs magnétiques d'environ 1,5 Tesla, c'est la norme. Neurospin est équipé d'IRM de 3 voire 7 Tesla. Neurospin travaille également au projet d'une IRM à 11,7 Tesla. Donc on est ici à des ordres de grandeur, du moins des facteurs multiplicatifs, au-delà des puissances d'IRM classiquement utilisées dans le milieu clinique. On peut, grâce à l'IRM, réaliser des images anatomiques qui permettent d'observer la morphométrie des tissus, du cerveau notamment, avec une très grande finesse. On peut acquérir des images de diffusion qui vont permettre d'observer les connexions, la structure interne du cerveau. On peut également acquérir des images fonctionnelles sur lesquelles on va pouvoir cartographier le cerveau en fonctionnement. On peut obtenir également des images métaboliques, c'est-à-dire des cartographies dans lesquelles l'intensité des pixels, la valeur du signal de l'image va être liée à un paramètre métabolique, au fonctionnement cellulaire. Après avoir aidé au diagnostic, l'imagerie sert également à guider la thérapeutique. C'est le cas dans le traitement par stimulation cérébrale profonde où les neurochirurgiens utilisent un atlas histologique afin d'implanter des électrodes dans le cerveau.
Pour ce qui est du calcul à la salpêtrière, maintenant on utilise un atlas qu'on a mis au point et qui permet, un atlas des ganglions de la base, donc qu'on déforme pour qu'il s'adapte aux dimensions du cerveau de chaque patient à partir de son IRM et qui permet de localiser très précisément le noyau subthalamique. Donc partant de là, à partir de l'IRM, on peut calculer les coordonnées par rapport au système ventriculaire, c'est le système CACP qui est utilisé de façon habituelle en stéréotaxie. On va calculer les coordonnées du point qu'on veut viser et qui vont être utilisées par le neurochirurgien pour calculer sa trajectoire. Les cardiologues utilisent quant à eux la cartographie électroanatomique en 3 dimensions afin de repérer les circuits de tachycardie et de diriger la thérapeutique par application de radiofréquences. Ça fait partie des techniques innovantes en rythmologie qui existent depuis une dizaine d'années et qui sont en perpétuelle évolution. On a cette machine depuis 2 ans et c'est déjà la 3e version. Grande utilité de ce système, c'est pour traiter le trouble du rythme dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est la fibrillation auriculaire. C'est un trouble du rythme qui est extrêmement fréquent et très invalidant et pour lequel les médicaments finissent par avoir une efficacité limitée. Et donc cette approche a permis de révolutionner le traitement de la fibrillation auriculaire dans des indications assez précises, c'est-à-dire un trouble du rythme qui récidive, qui est invalidant et qui résiste au traitement médical chez des gens relativement jeunes. Malgré tout, aussi performants soient aujourd'hui les techniques d'imagerie, il restera toujours une variable à prendre en compte, celle de l'interprétation et de sa subjectivité. Des facteurs sur lesquels l'innovation n'a pas d'emprise directe, bien que là aussi les progrès dans la communication favorisent la synergie entre experts. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci de votre attention, à la semaine prochaine pour un nouvel atelier.